Au cœur de l'info se poursuit sur France 24 avec une semaine dans le monde. Au sommaire, les Européens octroient un emprunt de 90 milliards d'euros d'aide à l'Ukraine. C'est la solution trouvée par les 27, faute de se mettre d'accord sur l'épineux dossier de l'utilisation des avoirs russes. Puis report en janvier de la signature de l'accord de libre-échange avec les pays du Mercosur. La France et l'Italie ont donc réussi leur pari et demandent du temps pour plus de garanties sur les normes des produits en provenance d'Amérique latine. Et enfin, retour sur la victoire à la présidentielle chilienne de José Antonio Caz. L'homme politique se décrit lui-même comme fan du dictateur Augusto Pinochet. De quoi sa victoire est-elle le nom ? On en parle tout de suite avec nos invités en plateau. Patricia Lémonière, bonsoir. Alors vous êtes un grand reporter spécialiste des questions internationales. Face à vous, Fabrice Rousselot, journaliste spécialiste des questions internationales également et ancien directeur de la rédaction de Libération. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir à Ziad Liman, qu'on ne présente plus, directeur du magazine, donc Afrique Magazine. Bonsoir. Et puis, tout au long de nos discussions, Laure Simoès, directrice éditoriale de Cartooning for Peace. Vous nous montrez un peu les dessins qui ont fait l'actualité. Bonsoir. Bonsoir à vous, Laure. Alors, on va commencer tout de suite par la question ukrainienne. Faute donc d'entente sur les avoirs russes, les 27 ont donc débloqué 90 milliards d'euros. Cela couvre les 2/3 des besoins estimés. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, qui était aujourd'hui en Pologne, s'en est réjoui. Écoutez. Je suis reconnaissant envers tous les dirigeants de l'Union européenne pour la décision du Conseil européen d'octroyer un soutien financier de 90 milliards d'euros à l'Ukraine pour la période 2026-2027. Il s'agit d'un soutien important qui renforce véritablement notre résilience. Il est essentiel que les avoirs russes restent immobilisés et que l'Ukraine ait reçu une garantie de sécurité financière pour les années à venir. Merci pour ce résultat et pour l'unité. Ensemble, nous défendons l'avenir de notre continent. Volodymyr Zelensky, donc optimiste. Patricia Lémonière, ce financement, est-ce qu'il peut faire bouger les lignes sur le front ? Non. Alors là, je pense que le financement ne fera pas bouger les lignes. Il évitera tout simplement un effondrement rapide, effectivement, de l'Ukraine. Il y a deux façons de voir ce qui s'est passé hier. Il y a la façon positive, en disant, ma foi... L'Ukraine a ce financement et le président ukrainien s'en est félicité. Elle a 90 milliards, elle a besoin de 137. Bon, c'est déjà pas mal. D'autres pays vont apporter le rebol en quelque sorte à ce prêt. Donc ça, l'Europe a réussi quand même à financer. Et puis il y a la façon négative. L'Europe a affiché une forme de désunion, puisqu'effectivement... ceux qui poussaient en faveur d'une saisie, enfin d'un prêt sur les avoirs russes, c'est-à-dire l'Allemagne et les pays du Nord, et la Commission d'ailleurs, la patronne de la Commission, Ursula von der Leyen, n'ont pas réussi. Parce qu'on y reviendra par rapport à l'opposition du Premier ministre belge, soutenue par un certain nombre de gens très inquiets effectivement des rétorsions. Alors, en théorie, ce prêt, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire un prêt à taux zéro sur la Commission. C'est la Commission qui emprunte. On l'a déjà fait une fois. Bon, alors c'est la seconde fois. Donc la Commission s'invente en quelque sorte. Parce que, en théorie, pour avoir ce prêt, il fallait l'unanimité. Et on sait très bien que Orban, la Tchéquie, la Slovaquie, tout ça, alignés sur la Russie, ils n'en voulaient pas. Donc, comme l'Union européenne ne voulait pas trop afficher sa désunion, voulait se sortir de ce guêpier, l'Union européenne est inventive dans les moments difficiles. Elle a trouvé une petite astuce qu'elle avait déjà faite pour la Grèce, quand la Grèce était dans ses affres et que la Slovénie ne voulait pas la soutenir. On avait trouvé une petite façon. Mais écoutez, on va tous voter sauf vous. Alors, en théorie, on vote à l'unanimité. Oui, c'est l'unanimité, mais vous n'êtes pas engagés. Enfin, vous voyez, c'est assez, voilà, grosso modo, c'est-à-dire tous les règlements européens sont contournables parce qu'on trouve toujours des petites astuces. Donc on a sauvé les meubles pour l'Ukraine et par rapport à notre image de marque, mais je crois que sur notre image de marque d'unité, personne n'est dupe. Et en premier, les Russes. Donc, vous parlez d'unité, Patricia. De désunion, plutôt. De désunion, effectivement. De désunion. De d'union sauvée et de désunion cachée.
d'union, en tout cas de façade, dans ces cas-là, on va le dire comme ça. Voilà. La Hongrie, la Slovaquie et la République tchèque, comme vient de l'évoquer Patricia, n'ont pas voté pour éviter effectivement le veto. Fabrice, la désunion aujourd'hui, c'est comme ça vous aussi que vous le voyez ? C'est la désunion, oui, c'est ça, mais c'est aussi le fait que... Je salue l'optimisme de Patricia, mais c'est vrai aussi que ce qu'on attendait, c'est quand même une décision forte sur les avoirs russes qui n'a pas eu lieu. Optimiste, qui montre... Non, mais il y a une version, il y a une façon positive de le voir. Mais et c'est vrai que là, quand on voit la réaction de Moscou, alors il y avait déjà une réaction, j'allais dire anticipée, avec tous ces noms d'oiseaux, voilà, les petits porcelets, etc. Mais là, s'il y a une phrase à retenir aujourd'hui de l'intervention de Vladimir Poutine, qui intervenait comme tous les ans, qui faisait sa conférence de presse annuelle, il y a une phrase qui est terrible. Il dit mais je suis très content de Donald Trump qui cherche vraiment à obtenir la paix. Le problème, il vient de nos ennemis occidentaux, Kiev et ses soutiens européens. Donc, en fait, la géopolitique a été redéfinie de façon très claire. On a l'Europe qui était l'allié, qui est l'ennemi de la Russie. La Russie qui s'allie de circonstances avec les États-Unis. Et donc, on est dans cet entre-deux où, encore une fois, on a un peu l'impression que l'Europe cherche à trouver sa voie. Il y a quelques semaines, on avait un plan américain qui était un plan copié de la Russie. Les Européens ont essayé d'amender les choses. De façon très, très, très factuelle, ça fait plus d'1 an qu'on n'a pas avancé sur ces pourparlers, qu'il y a toujours les mêmes difficultés sur les garanties de sécurité, sur les territoires, et que la Russie, pour l'instant, dit non quand elle peut dire non, et elle dit non pratiquement à tout. Vous avez évoqué, Fabrice Rousselot, les avoirs russes qui ne seront pas utilisés, hein, on l'a bien compris. Ziad, forcément, ce sujet reviendra encore sur la table après. Oui, mais enfin, il pose tellement de difficultés juridiques, techniques, financières, politiques que c'est presque une menace maintenant, plus qu'une possibilité réelle. Après, je pense que je suis un petit peu plus optimiste que mes 2 compagnons de plateau. Je pense quand même que ce prêt, c'est très important, parce que c'est une ligne de vie pour l'Ukraine de plusieurs mois. Je pense aussi que c'est très important parce que même si on a bidouillé un truc pour exclure des gens dont on sait de toute façon qu'ils n'étaient pas dans le coup et qui posent un problème, on les a sortis du jeu, mais quand même le cœur de l'Union a dit on met l'argent, on soutient l'Ukraine, on tient malgré les menaces de Poutine, malgré l'abandon de l'Amérique, de Trump. Et donc, quand même, il y a quelque chose qui a bougé, moi, je trouve, depuis plusieurs semaines, dans le commitment européen. C'est-à-dire que, en fait, il y a un mur russe, comme tu l'as si bien dit. C'est-à-dire qu'en fait, pourquoi ça ne bouge pas ? Parce que les Russes ne veulent pas céder sur des choses qui sont, pour eux, presque existentielles. C'est-à-dire, s'ils n'obtiennent pas des territoires... Toute cette guerre, 4 ans de guerre, de privation, de mort, de soldats tués au front, de crise de marasme économique, c'est pour rien. Et donc c'est Poutine qui est en première ligne malgré tout. Et donc ils bloquent tout parce qu'ils veulent qu'on leur donne presque cadeau le Donbass. Et qui fait en sorte qu'on ne leur donnera pas le Donbass, c'est les Européens et les Ukrainiens qui tiennent. Parce que si c'était Trump... qu'il fallait signer en bas de la page, je pense qu'on aurait déjà sacrifié l'Ukraine. J'en profite. Alors Patricia, je pense que vous voulez prendre la parole. Vous aviez quelque chose à rajouter. Pour Trump, effectivement, le Donbass, il ne sait même pas où ça se trouve. Et c'est tout petit, quoi. Enfin, je veux dire, ne sera jamais. C'est rien du tout. Mais cette ligne de crédit que l'on a mis sur la table, c'est 95 ou 90 milliards. Avec d'autres pays, le Canada et autres finançant le supplément, c'était vital pour l'Ukraine. Oui. C'est-à-dire, si l'Ukraine n'avait pas reçu cet argent, elle s'effondrait. D'ailleurs, on avait très bien vu ces derniers temps. En juillet, il n'y avait pratiquement rien qui n'arrivait à l'Ukraine. L'Europe n'arrivait plus à fournir des moyens et de l'argent pour qu'on achète des armes aux États-Unis et qu'on les réexpédie. Enfin, c'est très compliqué, ou que l'Ukraine en achète directement. Donc, si vous voulez, c'était essentiel. Il n'empêche qu'il y a le côté positif, effectivement, on est resté unis, et il y a le côté négatif. Vladimir Poutine, il a quand même vu qu'il avait des bons amis. Et surtout le chancelier Merz, qui voulait faire cette offensive, qui était soutenue par certains pays. Eh bien, Merz n'a pas
Son plan n'a pas fonctionné. Oui, mais... le plan de Merckx n'a pas fonctionné, le plan du chancelier Merckx. Je rappelle qu'effectivement, le chancelier allemand était, lui, favorable à ce qu'on utilise les avoirs russes gelés. Et les Belges, à la fin, il avait... Et effectivement, le Premier ministre belge, pour le coup, lui, défendait la position inverse. Compliqué de faire entendre deux grandes nations comme ça européennes. À la fin, j'en finis par un tout petit bout. Merckx a dit oui, a dit à la fin de la négociation, à 2h du matin, il était d'accord avec toutes les conditions posées par le Premier ministre belge. En fait, qui s'est opposé après ? Il y a eu Mélanie, il y a eu Macron qui ont dit c'est peut-être un peu ric-rac tout ça. C'est pour ça que je pense que cette histoire d'utiliser les avoirs russes, elle pose tellement de problèmes que finalement, la médiation, parce que je pense qu'il y a eu presque une médiation française dans cette histoire. Je pense que c'est une affaire Macron quelque part, cette décision soutenue par Mélanie. Et comme ils sont copains comme cochons, ils se détestaient il y a quelques mois. Maintenant, ils sont copains sur le Mercosur. On parlera du Mercosur juste après. Effectivement, ce sont de bons alliés de circonstance. Après avoir été en divorce, ils ont apporté cette proposition. Et franchement, je pense que pour les Russes, c'est un vrai problème. C'est un vrai, excusez-moi du terme un peu vulgaire, c'est un vrai emmerdement. Parce que la Russie n'est pas aussi bien... J'ai entendu Poutine aujourd'hui dire qu'on vole de victoire en victoire. Non, c'est faux. Il péniblement 18%, 19% du territoire, 4 ans de guerre, des dizaines de milliers de morts. Il n'est pas en position de force. Chaque territoire, chaque kilomètre carré, c'est pour un pays comme l'Ukraine. Et c'est pour ça que même les menaces russes, à part quand ils nous sortent les missiles nucléaires, mais on ne voit pas comment la Russie, si elle n'arrive pas à conquérir l'Ukraine, qu'est-ce qu'elle pourrait conquérir d'autre ? Enfin, je veux dire, il y a un vrai problème de crédibilité qui se pose. Et c'est pour ça que je pense que là, quand même, la balance est fine pour eux. Poutine, pas forcément en position de force, mais en revanche, Fabrice, effectivement, si on s'intéresse à la géopolitique, on a l'impression que c'est compliqué en ce moment pour Merckx, c'est compliqué sur le terrain des affaires étrangères, mais aussi ça va devenir compliqué... à la maison, en Allemagne, non ? C'est compliqué pour tout le monde. Au niveau européen, si on regarde nation par nation, c'est compliqué pour tout le monde. Après, ce qui est effarant, c'est que, on oublie presque, ça va être 4 ans de guerre, là, en février. 4 ans de guerre où il s'est pratiquement... pas rien passé sur le terrain, mais en tout cas, les gains ont été absolument très limités. On a aussi ce sentiment d'usure qui vient. Je pense qu'il vient aussi côté russe, malgré tout ce que peut dire Poutine. Il y a des soucis en Russie. Il y a clairement des difficultés ukrainiennes un peu sur le terrain. Et Patricia l'a dit, en fait, l'Ukraine n'aurait pas eu d'argent à la fin du premier trimestre 2026. Il n'y avait plus d'argent dans les caisses. Donc c'est vrai que ce prêt est vital. La vraie question, c'est qu'aujourd'hui, il pourrait y avoir un cessez-le-feu. On gèle les positions où elles sont et commencer à discuter. Pour l'instant, Poutine n'en veut pas. Est-ce que justement le fait qu'on arrive à 4 ans de guerre, qu'à un moment ou à un autre, les avancées sur le terrain ne se font pas, que l'économie russe ne va pas si bien que ça aujourd'hui, que les sanctions sont toujours là, qu'il y a des difficultés, notamment de recrutement au niveau militaire. Donc peut-être que tous ces éléments-là vont faire qu'il y aura potentiellement quelque chose qui peut se passer en début d'année prochaine. Mais moi, je trouve ça effarant qu'au bout de 4 ans, on ait l'impression de ne pas avoir vraiment avancé sur ce dossier-là. Alors, on va regarder comment les dessinateurs ont été inspirés par cette actualité. Oui, je vais vous montrer 4 dessins et on va commencer par un dessin du dessinateur belge Kroll pour Le Soir, de l'art de l'autodérision des Belges. On voit notre Poutine en bout de table. Si j'avais imaginé un jour que je pourrais compter sur les Belges pour veiller sur mon argent, je suis trop ému. Et puis à l'autre bout de la table, vous aurez reconnu le Premier ministre qui dit oui, enfin c'est-à-dire que c'est pas complètement ça. Bon bref, petite photographie assez amusante de la situation. Un deuxième dessin du dessinateur français Rodot. Donc on l'a dit, faute d'accord sur les avoirs russes gelés, l'Union européenne prête 90 milliards d'euros à l'Ukraine. Et c'est uniquement pour financer la guerre, prévient Zelensky à ses collaborateurs, puisqu'il a été quand même quelque peu dernièrement embêté par des problèmes de corruption à l'intérieur. Je vous montre deux autres dessins intéressants sur l'Union européenne dans tout ça. Un dessin du dessinateur ukrainien Kazanevski, parce qu'on sent effectivement que l'Union européenne n'a jamais été aussi faible, prise en étau qu'elle est entre le lâchage américain et la menace russe. Et ça se voit vraiment dans les dessins. Donc voilà à quoi se résume la nouvelle stratégie de sécurité américaine pour Kazanevski. En fait, voilà, on ne fait qu'une bouchée de l'Europe après l'avoir bien passé à la poêle. Et puis pour terminer, ce dessin du dessinateur cubain Mongo.
Donc, quant à la Russie, donc Poutine, voilà. Il n'est pas très ragoûtant, mais Poutine ayant traité les dirigeants de l'Union européenne de petits cochons là, cette semaine, le dessinateur a eu cette image, peu ragoûtante, hein, on est bien d'accord, mais néanmoins très parlante, de la nouvelle complicité russo-américaine dont parlait Fabrice. Et on comprend bien dans Zessin qui est l'éleveur et qui est le cochon, avec sa mèche blonde que tout le monde aura reconnue. Merci Laure, c'était subtil. Subtil et parlant. La traduction d'ailleurs du terme russe, en fait, littéralement, c'est porc adolescent. Ah oui. C'est assez intéressant quand même. Petit porc. Un peu immature. On va passer maintenant au Mercosur, si vous me permettez, messieurs, dames. Alors après des jours de discussions, de manifestations en France et à Bruxelles, la signature de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les pays du Mercosur est reportée au mois de janvier. Écoutez Ursula von der Leyen. Je suis convaincue que nous disposons de la majorité nécessaire. Il reste encore, comme je l'ai dit, du travail à faire avec les États membres. C'est la raison pour laquelle nous avions besoin d'un léger report. Mais comme l'a déjà dit mon ami Antonio Costa, après 26 ans de négociations, un délai de 3 semaines me paraît acceptable. C'est incroyable que nous soyons sur le point de conclure cet accord commercial si important. Je suis très confiante quant à notre capacité à y parvenir. Patricia Lémonière, la présidente de la Commission, avait tout fait pour que finalement cet accord soit signé demain en Belgique. Non, pas du tout, au Brésil. Est-ce que c'est un camouflet ce qui se passe aujourd'hui pour Ursula von der Leyen ? La journée d'hier n'a pas été agréable, en tout cas, et même la nuit, puisque d'abord sur l'Ukraine et après sur le Mercosur. Alors, effectivement, on est passé de 4 pays totalement hostiles autour de la Pologne, l'Irlande, etc., avec la France qui s'interrogeait, parce que le président français a fait une vraie évolution entre l'été, où il disait pratiquement, ma foi, avec les garanties que l'on nous donne, ça peut le faire. Alors, vu ce qui s'est passé sur les autoroutes et dans les provinces françaises, c'était plus possible. Et puis surtout, le changement de braquet de Madame Mélanie. Et donc, dans ce cas-là, on arrivait à ce qu'on appelle la minorité de blocage. La minorité de blocage, beaucoup disent, c'est 4 pays sur les 27. Non. C'est un certain pourcentage de population. 35%. Voilà, 35%, et 60% la majorité, etc. Donc, en fait, on avait beau avoir 4 pays, mais on n'avait pas jusqu'à présent, sans la France et l'Italie, les fameux 35%. Là, la minorité de blocage était, ça y est, ça ne pouvait pas passer. Donc, effectivement, c'est une victoire pour ce tandem improbable, comme il disait très justement Ziad, il y a de ça 1 an, où ils se regardaient comme les pires ennemis du monde, enfin, en tout cas une rivalité qui était de coq dans la basse-cour, on pourrait presque dire. Eh bien là, maintenant, ils sont amis. Et le président brésilien a dit, après un coup de fil avec Mélanie, qu'il allait porter son message. Et le message de Mélanie, c'est « Ne vous inquiétez pas, nous allons finir par signer, mais il faut que vous fassiez quelques gestes. » Je serais peut-être moins optimiste que le président brésilien. Donc moins optimiste que Lula, mais bon, Lula qui pousse à ce qu'on signe assez vite. Il dit on va signer. Oui, bien sûr, c'est son intérêt, puisqu'il préside le conseil qui va se tenir en Amérique latine, mais je serais moins optimiste sur la signature quand même dans 3 semaines. Le président Lula qui a averti les Européens que le deuxième accord, la V2, pourrait être moins avantageuse pour les Européens. Qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a finalement des jeux de pouvoir au sein même de l'Union européenne ? Des jeux de pouvoir, je sais pas, mais en tout cas, il y a des jeux pour arriver à quelque chose qui pourrait, moi, je trouve, qui pourrait correspondre et être signé. Ce que dit Ursula von der Leyen est très intéressant. Elle dit ça fait 26 ans qu'on travaille sur ce dossier, on peut encore lui accorder 3 semaines. Moi, je suis désolé, un accord qui prend 26 ans à être signé, je pense qu'il y a un problème au départ. Et si on refait le film un peu de cet accord, il y a quand même énormément de difficultés. Elles partent de quoi, les difficultés ? Elles viennent d'un fait très simple, c'est que les normes sanitaires, environnementales, économiques, etc., en Amérique latine ne sont pas les mêmes qu'en Europe. Donc on a cette protestation de beaucoup d'agriculteurs européens sur le fait que c'est pas juste, c'est pas une compétition
compétition saine, on va avoir des produits qui vont arriver qui n'ont pas les mêmes normes, etc., etc., etc. Donc, là où moi, j'ai une certaine fascination pour l'Europe et sa capacité, justement, à discuter pendant des décennies d'accords, plutôt que de se dire peut-être qu'il y a une autre solution. Après, je trouve que Emmanuel Macron reste très, 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 j'allais dire les fesses entre deux chaises, voilà. Un jour, il dit oui, ça va peut-être le faire, un jour non, oui, non. Là, il va dire peut-être qu'on le signera finalement en janvier. Ce qu'on oublie aussi, c'est qu'il y a quand même beaucoup de négociations ces dernières semaines où il y a eu des avancées, où on a proposé des clauses de sauvegarde, des choses comme ça. Mais pour l'instant, ça ne satisfait pas une partie notamment des agriculteurs français. Et donc, la polémique, elle ne va pas s'éteindre comme cela. Et je crains que si jamais accord il y a, et si jamais accord est signé, en effet, peut-être en janvier, avec ce qui se passe sur nos routes, et notamment la dermatose, et les protestations et la controverse va continuer. Et c'est intéressant ce que vous dites, puisque effectivement, on a d'un côté les éleveurs, les agriculteurs qui sont dans la rue, qui dénoncent aussi potentiellement une concurrence déloyale qui viendrait de produits venus d'Amérique latine. Mais de l'autre, on peut s'interroger. On a le marché américain qui se ferme avec la nouvelle politique de Donald Trump. On a effectivement cette guerre commerciale qui dit son nom, pour le coup, avec la Chine. Est-ce que ce n'était pas une superbe aubaine pour les Européens, ce marché latino-américain ? C'est une aubaine. Après, on peut discuter sur des paramètres très précis, mais qui concernent aussi essentiellement un secteur, qui est celui de l'agriculture. Parce que, excusez-moi, les voitures brésiliennes ne vont pas venir concurrencer les voitures allemandes. La micro-informatique ou la digitalisation européenne ne sera pas mise en danger par les... Et je ne dis pas ça pour minimiser les talents du Mercosur, mais je veux dire, on pourrait se mettre très bien à la place des Brésiliens et des Argentins et eux-mêmes se dire qu'il y a toute une gamme de produits qui sont faits en Europe et qui vont venir concurrencer leur industrie naissante. Et vous savez que c'est un vrai débat dans les pays émergents. C'est-à-dire que l'industrialisation des pays émergents, le renforcement des industries, c'est le genre d'accord qui les ralentit ou qui les met en danger. Donc je pense qu'en fait, en Europe, c'est un débat très politique sur l'agriculture et sur une partie de l'agriculture, qui sont essentiellement... tout ce qui est bétail, ovin, bovin, etc., le sucre, la betterave, le soja, etc. Mais par exemple, les laitiers, eux, ils ne rêvent que d'une chose, c'est d'avoir le Mercosur. Je ne vous parle pas des marchands de vin, je ne vous parle pas de notre business national qui consiste à vendre du vin dans le monde entier, du cognac, de l'armagnac, etc. Donc c'est vraiment très très complexe parce que on est en fait dans la discussion de la sauvegarde de notre agriculture à nous, de sa modernisation, de comment elle peut être compétitive avec le reste du monde. Il y a une deuxième discussion qui est les normes européennes. Les Américains font tout ce qu'ils peuvent pour dézinguer ce système. Parce que c'est ce qui protège l'Europe et c'est ce qui fait aussi que tout le marché mondial est obligé de s'aligner sur ces normes européennes, parce qu'on est 350 millions ou 400 millions. Mais quand vous parlez à des pays émergents, encore une fois, c'est pas la même chose que quand vous parlez aux États-Unis ou quand vous parlez au Japon. Je me rappelle du cas du cacao, par exemple, qui est une discussion, ou du bois, qui est une discussion qui concerne l'Afrique. Si on demande à l'Afrique aujourd'hui de se mettre aux normes européennes en termes de culture du cacao et de culture du bois, autant dire qu'on va liquider la filière, ou alors il faut mettre 20 milliards pour les aider. Donc c'est ce genre de débat qui sont derrière toute cette discussion. Parce que l'Amérique latine, c'est pas encore... Enfin, c'est des grands pays, c'est puissant, mais c'est aussi des pays en émergence qui ont besoin, d'investissements, de croître, etc. Et donc, pour moi, c'était donnant-donnant et c'était plutôt bon. Donc, les discussions autour des normes, c'est loin d'être terminé. Et effectivement, et puis, c'est pas que ce cas-là. Oui, il y a plusieurs cas où on essaye de travailler. Patricia Lévrier, vous vouliez le seul problème dans toute cette histoire où il y a des passions et des visions, c'est qu'il y a quand même l'Europe, sur un secteur, est indépendante sur un plan stratégique. Elle est indépendante sur un plan agricole. C'est la seule chose sur laquelle elle est indépendante. Donc il faudrait quand même aussi, si vous voulez, vraiment réfléchir. Effectivement, il y a un énorme travail de repenser l'agriculture européenne pour maintenir cette capacité à cette indépendance. Mais est-ce que ça vaut le coup de tout ouvrir et de la fragiliser et de faire en sorte qu'on rentre en dépendance ? C'est une des questions de fond qui n'est pas du tout abordée dans cette discussion. Et elle est d'autant moins abordée qu'on ne calcule pas quel est l'avantage à long terme
de cet accord de libre-échange. Tout le monde dit que ça va être formidable, les voitures allemandes, mais enfin bon, les voitures allemandes, elles ne vont pas durer 20 ans. Et la London School of Economics, qui n'est pas quand même l'université la plus gauchiste sur la planète, eh bien la London School of Economics a fait un calcul. Horizon 2030, ne serait-ce que pour l'UE. Alors vous allez me dire, c'est pas mal. 0,1 point de croissance. Alors c'est énorme au niveau de l'Union européenne. C'est en chiffres. Si on mettait des chiffres derrière ce 0,1, c'est beaucoup. Mais c'est 0,1. C'est pas énorme. Voilà. Mais c'est quoi le contraire alors je ne vois pas bien l'argumentation, c'est quoi? C'est comme c'est 0,1, autant rester chacun chez soi. Je ne dis pas que c'est ça, je dis que c'est une question. Je dis qu'il faut réfléchir à toutes les données. Oui. Je n'ai pas de position politique mais sur cette question. Alors j'en profite, la Commission européenne, Ziad, vous êtes bavard, la Commission européenne, effectivement, elle essaie de rassurer un peu les éleveurs et les agriculteurs français, européens. Elle explique qu'il va y avoir un accord tout neuf avec un renforcement des annexes environnementales. Vous y croyez ? J'y crois, on verra bien, oui, ça va être très compliqué. Là où je rejoins Patricia, c'est que je pense que j'ai écouté ce matin plusieurs intervenants, et il y avait quelqu'un qui déplorait qu'il n'y ait pas de vision, qu'il n'y ait pas une vision de l'agriculture française et d'une vision de l'agriculture européenne. Global, pour le global, c'est une vision française, française et aussi européenne. Et donc, parce que si on regarde, et j'ai regardé ça ce matin, les chiffres français, il y a quand même des aberrations. C'est-à-dire qu'on importe tout un tas de produits qu'on ne devrait pas importer, en fait, parce que tout simplement, on s'est bloqué, il y a des choses qui sont mal supprimées. Et donc, si on arrive de la même façon à créer une Europe où on pense enfin à quelle peut être la vision de cette agriculture européenne, encore une fois, sans revenir des décennies en arrière, la PAC il y a suffisamment eu de soucis autour de la PAC, mais il y avait cette volonté de faire quelque chose. Peut-être il va falloir maintenant commencer à penser comme cela, parce que comme vous le dites, on a des grands ensembles en face. C'est les États-Unis, c'est l'Amérique du Sud. Donc, s'il n'y a pas cette vision globale de qu'est-ce que peut être cette agriculture européenne, qu'est-ce que peuvent être les échanges, comment on organise ce commerce-là, on va toujours retomber sur ces controverses et ces dissensions. Sans parler des forêts qui sont détruites. Bien sûr. Par cette agriculture du Mercosur, etc. Je crois que 700 kilos de bovins, c'est une grande partie de forêt qui est détruite. Vous évoquez la déforestation au Brésil, notamment. Il n'y a pas que ce côté-là, il y a ce côté écologique aussi, auquel il faut penser, parce que cette agriculture massive, extensive, qui fait fi des lois environnementales, participe au réchauffement climatique. Alors là, on a beaucoup évoqué tous ensemble l'agriculture, mais ce n'est pas la seule chose qui intéresse les Européens, et d'ailleurs les intérêts ne sont pas les mêmes pour Paris et Rome, finalement Madrid et puis Berlin. Ziad. J'essaie de ne pas être trop bavard, mais... Oui. Non, mais c'est pas ça. Mais c'est parce qu'on a un petit peu un débat aussi. Juste sur la question des forêts. C'est pas en leur disant que c'est des nazes qui détruisent leurs forêts. C'est au contraire en mettant des normes partagées qu'on peut obtenir des résultats. Applique-les. Oui, mais bon, c'est encore une fois, on peut rester dans notre village. On ne peut pas dire l'Union européenne est une puissance commerciale. C'est son ambition, c'est d'être à l'équivalent des États-Unis, de la Chine, du Japon, etc. Et passer son temps à se bagarrer parce qu'il y a un carré qui, au milieu, pose problème. Allons-y, on y croit. Mais c'est pas ce que je dis, qu'il faut repenser la politique européenne, alors que l'agriculture. Oui, donc, au contraire, ça fait 25 ans aussi qu'on parle de la PAC. Donc, mais il faut la repenser. Le débat est intéressant et il continuera plus tard. Alors, on va regarder tout de suite avec vous, Laure, les dessins un peu qui ont été inspirés par parfait. Amenez-nous la paix sur le plateau. Un premier dessin de notre cher ami Mikaya, dessinateur français qui est assez bien vu, qui montre l'inquiétude et l'abattement du monde agricole qui a un peu une double peine, là. Épisodie maastrichtienne. J'ai peur de la dermatose nodulaire, dit la vache. Et moi, du Mercosur assassin, répond l'éleveur. C'est sûr qu'en ce moment, il y a de quoi inquiéter. Un deuxième dessin du tandem français Plop et Cancre qui convoque la célèbre photo de l'homme au tank de la place Tiananmen pour représenter la mobilisation agricole qui a obtenu une première victoire hier, mais c'est peut-être pas la dernière, parce que la signature, on le sait, elle est repoussée en janvier, mais c'est quand même
le temps que les fêtes passent. Oui. On sent qu'il y a un petit côté réveillon. Voilà, c'est Très ça. déconfisant. Voilà. Et puis pour terminer, un dessin que j'aime beaucoup de la dessinatrice française Aden, qui est très bien vu et qui montre que parfois le monde agricole et les militants écolos, qui sont quand même souvent opposés, peuvent se rejoindre. Vous voyez bien qu'on peut être d'accord. C'était pour effectivement rejoindre la fin de la discussion sur les enjeux écologiques aussi derrière le Mercosur. Avec le Mercosur qui est à l'envers, puisqu'effectivement, on le rappelle, les éleveurs, les agriculteurs, lorsqu'ils ont pu manifester à plusieurs reprises, renversent les panneaux, la et les mettent signalétique. à l'envers. Bien vu. Alors, on va Merci pour compléter. toujours, on est ensemble. On continue avec le Chili et une actualité plus qu'intéressante. Il est le président le plus à droite qui ait connu le pays depuis la fin de la dictature de Pinochet en mars 1990. José Antonio Caz vient d'être élu président du pays. Une large victoire avec 58,3% des suffrages face à son adversaire, la communiste Janet Jara, et ses 42%. José Antonio Caz, adorateur de Pinochet, son portrait avec Olivier Fessol. Triomphal à la tribune, José Antonio Caz savoure sa victoire. Pour sa 3e tentative, le candidat d'extrême droite remporte largement la présidentielle. Dans la foule de ses partisans, certains arborent le portrait du général Pinochet. Le président nouvellement élu est le premier à revendiquer l'héritage de son régime qui a causé plus de 3000 morts. Dès le début de son discours, il martèle son thème de campagne numéro 1, la sécurité. Nous devons être très fermes contre la délinquance, le crime organisé, l'impunité et le désordre. Mais nous devons aussi faire preuve de beaucoup de grandeur pour reconstruire la coexistence, le respect et la confiance entre nos compatriotes. Le fondateur du Parti républicain du Chili promet également d'expulser 340 000 migrants en situation irrégulière, des Vénézuéliens pour la plupart. Ce fils d'un immigré allemand, membre du parti nazi, défend une vision très conservatrice de la société. Catholique pratiquant et père de 9 enfants, José Antonio Caz s'oppose au mariage homosexuel et à l'avortement, même en cas de viol ou de danger pour la vie de la mère. Côté finances, l'avocat de 59 ans promet de tailler dans le budget de l'État et de poursuivre la libéralisation de l'économie. Sa victoire a été chaleureusement saluée par les États-Unis et par son allié et voisin Javier Milei. Viva la libertad, carajo! Le président argentin voit dans la victoire de son ami chilien une progression de leur vision ultralibérale et la fin des idées socialistes en Amérique du Sud. Pour résumer, fils d'un ancien sympathisant nazi qui se réclame de Donald Trump, de la figure d'Augusto Pinochet. Finalement, la figure d'ailleurs de Pinochet ne fait plus office d'épouvantail au Chili ? Pour une partie de la population, apparemment non. Alors, les sondages prévoyaient cette victoire. On peut quand même rester stupéfait. Moi, je connais un peu le Chili. Il y a quand même une histoire qui est... Et quand on voit le parcours de ce président, de M. Caz, c'est quand même affolant. C'est-à-dire que c'est vrai que, en gros, toutes les difficultés, il aurait pu, en tout cas, ce qu'on pourrait considérés comme des difficultés, il les accumule. Son père était plus que sympathisant nazi, il faisait partie de l'appareil nazi. Lui-même a été conseillé par l'un des plus proches de Pinochet, le président pendant plusieurs années. Son frère faisait partie de la machine pinochetiste. Et donc c'est vrai qu'on se dit, on est assez sidéré. Après, il y a une interrogation qui revient de façon générale sur la scène mondiale, c'est que les programmes de ces nationaux populistes, on va dire ça comme ça, très, très à droite, à l'extrême droite, sont quasiment les mêmes. C'est-à-dire que c'est immigration, insécurité, économie. Et on a l'impression que ça suffit pour faire passer un message et pour remporter des victoires qui pourraient sembler improbables. Or, ça se répète au niveau international. Alors, il a tout de suite été salué par Milei, par Trump, même Vox, le parti d'extrême droite espagnol, est allé le saluer. Donc, il faut quand même se poser cette question de savoir pourquoi, même dans un pays comme le Chili, qui a subi cette dictature, je crois que votre journaliste parlait de 3000 morts, c'est officiel. Officiellement, il y en a beaucoup plus que 3000. Donc, pourquoi un pays qui a connu cette fracture-là, cette plaie-là, repart dans une aventure avec quelqu'un qui sort plus ou moins du même moule que le dictateur Pinochet?
Fabrice Rousselot évoquait à l'instant l'immigration, l'insécurité. Alors l'immigration, c'est un thème qui effectivement est porteur, l'a été durant cette campagne. L'immigration est principalement vénézuélienne pour le Chili. C'est le thème qui a permis cette bascule pour vous, selon... C'est le thème sur lequel les droites dures et les extrêmes droites et les mouvements populistes peuvent capitaliser très vite parce que ça répond à des anxiétés sociétales. C'est un débat tellement complexe. On dit aux gens, vous inquiétez pas, je vais virer 350 000 Vénézuéliens demain. C'est un peu ce que fait Trump chez lui. Milei, c'est plus difficile puisqu'il y a moins la question migratoire. Mais disons que ça, c'est un. La deuxième chose, c'est que cette droite latino, elle a toujours existé. Elle a des moments de reflux, mais la tradition d'ultra-droite latino-américaine, militaire, ultra-religieuse, ultra-catholique, machiste, excusez-moi, pas très féminine, on peut le dire, ils sont là, ils sont dans la société. Et donc, il y a des mouvements de flux et de reflux. Il y a eu quand même l'échec relatif de la présidence Boric, sur lequel on avait, en tous les cas, sur lequel les gens de gauche avaient beaucoup espéré. Il a été coincé aussi parce que la résistance d'une partie de la société à son projet de constitution, etc., était très forte. Donc c'est pas surprenant. Ce qui est surprenant, c'est la liberté de ton. C'est le fait qu'on peut dire tranquillement, je vais expulser, je vais fermer, je vais. Et puis, moi, ce qui me fascine à chaque fois, c'est ces descendants d'Allemands qu'on trouve en Amérique latine quand même. Ça, y en a, oui. C'est quand même très étonnant et qui viennent tous du même moule, j'allais dire, familialo-idéologique. Enfin, c'est très surprenant. Patricia, on a effectivement un parcours assez particulier de José Antonio Caz, qui se revendique donc d'abord chrétien, avant tout. C'est ce qu'il met en avant. Peut-être que vous pourrez nous en dire un mot. Ultra-conservateur. Où on peut le situer sur l'échiquier politique au Chili et puis même si on regarde au niveau continental? On peut le placer dans la droite nationaliste extrémiste, pour ne pas dire autre chose. Et religieuse. Et religieuse, mais enfin, ça va pas souvent de pair. Enfin, voilà, tout dépend comment on classe Trump. Par exemple, droite nationaliste, est-il religieux ou pas? En tout cas, il a les religieux derrière lui. Donc, c'est ce bloc-là. Mais ce que j'ai envie de dire, quand on fait état de son passé, de son père nazi, etc., l'Amérique latine, le Reich a envoyé, alors on en a reconverti quelques-uns chez nous et aux États-Unis, qui pouvaient servir sur un plan scientifique, mais ils sont beaucoup partis en Amérique latine. Donc, c'est pas surprenant qu'on les trouve ici. Et puis quand on s'interroge sur Pinochet, c'est des années maintenant. C'est 82, 80. La fin, c'est 86, c'est ça, 88. Quand il y a eu ce vote. Quand il y a eu ce vote pour dire qu'on ne voulait pas le reconduire. Donc, regardez, ça fait combien d'années? 40, 50 ans? Et on estime, tous les sociologues estiment qu'il faut 50 ans pour oublier. Une cinquantaine d'années. Et qu'est-ce qu'on a fait en France? Vous ne croyez pas qu'on a oublié le régime vichysois? Vous ne croyez pas qu'on a oublié ce qui s'est passé en Algérie? On oublie. La mémoire collective oublie et permet l'émergence de droites extrêmes, très nationalistes, très populistes, qui sont très proches dans leur balbutiement de ces régimes anciens que l'on a connus. Et donc, l'homme oublie et ne se penche pas sur son histoire. Il se pencherait sur son histoire, peut-être serait-il plus raisonnable dans ses votes. Et ce qui est d'autant plus paradoxal dans ce pays, c'est que c'est un des pays d'Amérique latine où l'insécurité est la moins forte. Comparé à tous les autres où ils se tuent, où il y a des gangs, où il y a des criminels à tous les coins de rue, ce pays-là est le plus sécurisé, j'ai envie de dire. Néanmoins, ça marche. Ça marche parce que c'est la peur profonde de l'homme. Et vous appuyez sur ce bouton, comme l'a dit très justement Fabrice, vous appuyez sur ce bouton, vous appuyez sur le bouton de l'émigration, la peur de l'autre. C'est des ressorts qui sont animaux. Enfin, vous voyez, je veux dire, on est quand même des bêtes à l'origine, mais on est aussi des plus grands prédateurs. Des ressorts qui effectivement fonctionnent sur une note optimiste. Oui, merci Patricia. Voilà. Des ressorts qui fonctionnent sur l'opinion publique chilienne pour l'immigration et l'insécurité. Javier Milei, le président argentin, a salué la victoire de son homologue chilien. Il y a un virage conservateur, ultra-conservateur sur le continent?
Il y a un retour, c'est sûr, à ces valeurs-là. Il y a un autre sujet qu'il ne faut pas négliger, c'est l'économie quand même aussi. Parce que c'est vrai que le Chili avait des problèmes économiques depuis pas mal de temps et que cette espèce de rancœur sociale, de difficulté de protester, il y a eu quelques manifestations de rue, etc., sur le coût de la vie, sur tout ça. Donc ça profite aussi à ce genre j'avais pas de dictateur, mais évidemment non, mais en tout cas de propos national populistes où on dit on va reprendre en main l'économie. Vous savez que les plus grands supporters de Pinochet mettaient toujours en avant l'économie, disaient que l'économie chilienne ne s'était jamais aussi bien portée que sous Pinochet. Donc de fait, c'est des discours qui ont pris cette fois-ci. Après, il y a quand même... J'entends ce que tu dis qu'on oublie. Il y a une mémoire au Chili quand même qui reste. Il y a des gens qui ont connu ça dans leur chair. Et ces gens-là, ils sont terrifiés aujourd'hui. Et ça, c'est quand même une fracture dont il va falloir qu'ils s'occupent. C'est pas pour rien qu'il a dit aussi lors de son discours d'investiture qu'il fallait retrouver une union chilienne parce qu'il sait très bien qu'il y a une énorme fracture dans le pays. Et ça va être compliqué. C'est toute la difficulté et effectivement le côté incongru de cette situation. Un Chili qui n'oublie pas effectivement toutes ces victimes de la dictature, mais qui pour autant a quand même voté pour un personnage comme celui-ci. On va passer au cartoon avec vous du coup. Alors montrez-nous un peu ce qui s'est passé sur ce sujet. Oui, mais pour les amants de jeux de mots comme Michel Kishka, dessinateur israélien, celui-ci était très tentant. Problème de casting au Chili. C'est aussi bien résumé, un bon résumé de la situation. José Antonio Cast, nouveau Pinochet. Un excellent dessin de Pinochet. Ça fait froid dans le dos. Un autre dessin du camarade Soulcier pour l'Est républicain. Soulcier, son humour noir qui donnerait presque aussi des frissons. On a le sentiment d'une amnésie quand même après ce vote. Un admirateur de Pinochet et du président du Chili. C'est le centre de torture qui va peut-être revenir et remplacer le musée de la torture, puisqu'il y a eu quand même un travail de mémoire qui a été fait. Et on l'a dit et répété, c'est plusieurs quand même milliers de morts et de disparus, surtout, entre 73 et 88. Donc oui, on oublie, mais 88, pour moi, c'est hier. Oui. Pour moi, c'est hier. Puis pour terminer, je voudrais terminer avec ce dessin du grand dessinateur chilien. Alors là, on parle du plantu chilien, si j'ose dire, qui a été de tous les combats démocratiques. Mon gouvernement ne sera pas un gouvernement de régression politique, promet le nouveau président, mais enfin, on voit ses accoutrements. C'est la croisade ultra-conservatrice et catholique qui s'approche, et Guillot, qui, parmi tant d'autres, a mené tous ces débats démocratiques, se prépare à 4 années de régression et de recul social, démocratique, scientifique et culturel, au même titre que ce qu'on voit en Argentine, aux États-Unis, par exemple. Voilà. Les dessins qui permettent aussi d'avoir une certaine réflexion sur l'actualité. Merci beaucoup à vous, Laure. Merci à tous les 4 de m'avoir accompagné pour cette semaine dans le monde. Restez avec nous. Au cœur de l'info revient dans un instant.